D'abord à sanctuariser l'ennemi pour le traiter correctement. Les dispositifs mis en marche, pour l'instant, empêchent l'ennemi à opérer dans les grandes agglomérations, comme cela fut dans l'état passé, indique la même source. Le nouveau dispositif que nous avons mis en place empêche l'ennemi d'atteindre les grandes agglomérations. Donc tout s'est passé dans la profondeur. Nadui, Jéricho et Makembi, ce sont des villages abandonnés qui étaient entre les mains de l'ennemi il y a longtemps et que nous avons réussi à conquérir. Pour l'instant, le FARDC contrôle la zone et les opérations de fuir se poursuivent. Cette insécurité grandissante dans le Nord Kivu a fait objet d'une rencontre entre le gouverneur de la province et les conseils de sécurité. Objectif, rétablir la paix sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, notamment à Lubero. Le gouverneur de cette province a affiché son optimisme à l'issue des échanges avec les députés provinciaux et le comité provincial de sécurité. Patrick Sialoua. Oui, la province est en ébullition depuis un certain temps, avec tout ce que vous savez à Beni, à Rutshuru, à Walikale, à Massissi, au sud du Lubero. C'est la raison pour laquelle, dans un cadre d'échange, le président de l'Assemblée provinciale a estimé qu'il y ait des assises entre l'organe délibérant et les chefs de l'exécutif avec les membres du comité provincial de sécurité. Parce que comme vous le savez, les questions dépassent les compétences de la province, surtout quand elles concernent la défense nationale, qui est une compétence exclusive au pouvoir central. Mais comme nous sommes en province, on ne peut pas ne pas parler de ces questions-là, surtout qu'elles concernent la vie au quotidien de nos populations. Et donc avec les députés provinciaux, nous avons fait un tour d'horizon de l'ensemble des problèmes, à partir de Beni jusqu'à Walikale, et nous avons dégagé quelques recommandations qui vont dans le sens de renforcer les mesures sécuritaires pour permettre aux populations de devoir retrouver leur paix. Parce que si les députés provinciaux, les gouverneurs et les membres du comité de sécurité ne peuvent pas se retrouver pour faire une évaluation lorsqu'il y a des cris de cœur, des cris d'alarme de la population, c'est qu'on n'est plus responsable. Voilà pourquoi nous sommes venus échanger pendant près de 4 heures avec les élus qui sont venus des vacances parlementaires et qui, au-delà de nos sources qui nous informent, ont aussi également des informations parce qu'ils entrent au quotidien avec leurs électeurs, avec la population de base. Voilà pourquoi nous sommes venus nous ressourcer auprès de eux pour savoir, au-delà de ce que nous savons par les services, qu'est-ce que les députés aussi savent comme cause, comme facteur qui peuvent être combattus dans une sorte de collégialité pour que nous retrouvions ensemble la paix. Donc, sur des questions, par exemple, concernant l'insécurité sur les tronçons routiers, nous les avons également abordées et des mesures qu'on ne peut pas commencer à communiquer parce que sinon, ceux qui sont en train de poser ce tort-là vont aussi être informés. Mais au moins, l'opinion du Nord Kivu devra savoir l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial et les membres du comité provincial de sécurité se sont retrouvés pour ensemble peaufiner des mesures qui vont dans le sens de sécuriser l'ensemble de la population. Vous avez donc compris avec moi qu'il s'agissait des propos du gouverneur du Nord Kivu recueillis par Patrick Sialoua, notre permanent dans le Nord Kivu. Autre sujet qui défraye la chronique, c'est la convocation du dialogue par le chef de l'État. Cette table ronde est perçue par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS comme étant une voie royale des sorties de crise. Ce parti de l'opposition a lancé récemment un ultimatum au pouvoir, l'enjoignant de convoquer ces assises. Quelle interprétation faire de cette position de l'UDPS? Décryptage avec Guylain Kabalundi. Après le chassé-croisé de juin 2015 au Palais de la Nation pour des consultations nationales, tous les yeux sont restés rivés dans l'attente de la convocation d'un probable dialogue national. Plus de 3 mois après, ce forum n'est toujours pas convoqué. L'UDPS, principal parti de l'opposition favorable à un dialogue sous une médiation extérieure, fait à nouveau entendre sa voix. Depuis Bruxelles, en Belgique, où séjourne son président national pour raison de santé, le parti a lancé vendredi 23 octobre 2015 un ultimatum au pouvoir, l'enjoignant d'entamer d'ici novembre le dialogue national, menaçant d'en appeler à la rue. Le dialogue politique est pour l'UDPS la seule voie royale pour sortir de l'impasse actuelle. Le processus électoral en cours devra se dérouler impérativement dans le respect de la Constitution
et des délais que celle-ci prescrit, et par conséquent, aucun glissement ne sera toléré. Même si le parti d'Étienne Tshisekedi s'est dit partant pour le dialogue, il reste cependant campé sur sa position. Voir ses assises, c'est tenir sous la facilitation de la communauté internationale. Une exigence qui, d'après le mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba, n'est pas correcte. Le Conseil de sécurité demande à M. Kobler de promouvoir, de mettre ses bons offices à la disposition de toutes les parties prenantes pour faire en sorte que la voie aux élections soit balisée. Ce n'est pas à lui d'organiser. Le dialogue, c'est une activité souveraine. C'est aux Congolais d'organiser leur dialogue et de prendre éventuellement à témoin cette communauté internationale. La non-violence implique le dialogue. C'est comme ça qu'on avance. Comme on n'a pas d'armes, on ne fait rien par la force. On le fait par la discussion, par la persuasion. Donc ça veut dire qu'en l'UDPS, on trouvera toujours un interlocuteur prêt à se mettre sur la table pour trouver des solutions pour le Congo. Oui, favorable au dialogue et à la non-violence, on se souviendra tout de même qu'au pré-dialogue initié dernièrement en Europe, avec le représentant du pouvoir, l'UDPS s'était retiré. On a été surpris par le communiqué de l'UDPS. On a été très surpris par ce communiqué parce que les deux rounds se sont déroulés dans une atmosphère de courtoisie, de grande fraternité et tout s'est bien passé. À noter que lors de sa dernière conférence de presse, l'Union pour la démocratie et le progrès social a réclamé aussi une recomposition de la CENI chargée d'organiser une longue série de scrutins. Le projet de loi des finances exercice 2016 jugé recevable à l'Assemblée nationale. 17 jours, c'est le délai accordé à la commission économico-financière de l'Assemblée nationale pour enrichissement. Le Premier ministre a apporté hier des éclaircissements aux préoccupations soulevées par les élus nationaux au sujet du budget 2016. Alain Boma. C'était la dernière étape avant la déclaration de recevabilité du projet de loi des finances exercice 2016. La réponse du Premier ministre aux préoccupations des élus du peuple en rapport avec le texte. Matata Pognon s'est prêté ce mercredi à cet exercice. Le chef du gouvernement a, dans ses éclaircissements, soulevé des points notamment s'agissant de la faible maximisation des recettes. Matata Pognon a déclaré que les efforts sont en train d'être fournis tout en louant le travail abattu par les régies financières. Cependant, aucun mot au sujet des préoccupations liées aux élections. Il a dit ce qu'il pouvait dire, évidemment, cela n'engage que lui. Des explications du Premier ministre qui ont été commentées en fonction des couleurs politiques. Il a bien répondu. Aujourd'hui, il a été beaucoup plus explicatif. Il est allé un peu plus loin. Le Premier ministre n'a pas répondu à nos attentes. D'abord, prenez son programme sur base duquel il a obtenu son investiture en 2012. Prenez les prévisions. En 2015 ici, on devrait être à 12 ou 14 milliards de dollars de budget. Voilà qu'on est toujours à 7. Ce projet de loi a été déclaré recevable et transmis à la commission ECOFIN pour un examen approfondi pendant 17 jours. La commission économico-financière, c'est celle qui fera sortir le grand projet du budget. Je l'appelle projet du budget puisqu'il ne serait pas encore adopté par l'Assemblée nationale. Bien que nous l'avons reçu, nous allons en commission essayer d'améliorer le texte avec les amis du gouvernement pour éliminer certaines rubriques qui sont budgétivores. Et comme je l'avais dit, il faut éviter du saupoudrage, il faut que les affectations soient dans les secteurs productifs qui peuvent avoir un effet d'entraînement positif sur l'ensemble d'autres secteurs de la vie nationale. Autre sujet à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale hier, l'audition du ministre de la Justice par les députés nationaux au sujet du différend entre la RDC et l'Ouganda, un différend qui est à la base de l'arrestation même de l'ancien avocat de la République, Chibangu Kalala. La Chambre basse du Parlement a fait des recommandations pour que la RDC soit en possession des documents saisis par l'ancien député national avant l'audience à la Cour pénale internationale des justices. Alexis Tamboué Mamba, ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
J'ai pour principe le respect de la continuité de l'action de l'État. Que je ne voyais pas des raisons pour lesquelles j'allais revenir sur une décision qui a été prise par un ministre de haute qualité. Mumba est un ministre de haute qualité. Et surtout que les raisons de sa révocation étaient bien fondées. Je réponds donc que je ne reviendrai pas sur cette décision, que la décision qui avait été prise par Mme Mumba reste de vigueur, et je lui demande courtoisement, c'est le dernier paragraphe de ma lettre qui est dans le dossier, de restituer les pièces. Et je lui signale que ces pièces sont propriété de la République. Il n'a pas daigné répondre. J'ai donné injonction au procureur général de la République d'agir sans tergiversation. Et le procureur général de la République a instruit le dossier et Maître Kalala Chibangou est en Makala depuis cette date. Et puisqu'on parlait d'un conflit avec un pays voisin, sachez que la signature du tout premier accord sur la promotion des échanges commerciaux entre les populations des villes frontalières de la RDC à celle du Rwanda et de l'Ouganda est intervenue hier entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais. C'est un accord qui ouvrira la voie à un financement de 34 millions de dollars américains au pays pour la réalisation de la vision. Le premier accord de financement signé entre la Banque mondiale et le gouvernement de la République à travers le ministre des Finances Henri-Yves Moulang porte sur la facilitation du commerce frontalier dans la région des Grands Lacs. Ces projets évalués à 34 millions de dollars américains concernent la promotion des échanges commerciaux entre les populations des villes frontalières du Rwanda, de l'Ouganda et celles de la République démocratique du Congo, principalement des Goli, des Kassindi, des Rumangabo, des Bukavu et des Goma à la Petite Barrière. C'est le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, et le directeur des opérations de la Banque mondiale, Amadou Moustapha Ndiaye, qui ont signé cet accord devant les services bénéficiaires de cette enveloppe de la Banque mondiale. Le commerce transfrontalier constitue ainsi un des moyens d'asseoir la sécurité et la paix dans cette partie de notre pays, en même temps qu'il permet de créer la solidarité entre les communautés. Le deuxième accord de financement à titre de dons porte sur le développement des données statistiques en RDC. Cet accord de 45 millions de dollars américains concerne l'INS, l'Institut national des statistiques. Il a pour objectif l'amélioration de la qualité de la promotion et de la diffusion des statistiques économiques et sociales essentielles en RDC. Ce projet fait partie de l'engagement global de plus d'1 milliard qui a été pris par la Banque mondiale. Tous ces projets viennent renforcer les systèmes statistiques nationaux. Ces accords font suite à la dernière visite dans la région des Grands Lacs du président de la Banque mondiale, Kim Jong. Ouverture hier à Kinshasa d'un atelier national sur la croissance verte et le partenariat gagnant-gagnant dans la production de l'huile de palme. L'Oxfam s'investit à travers cet atelier en vue de rassembler les parties prenantes dans ce secteur, notamment les gouvernants, les partenaires et les organisations de la société civile en vue d'organiser un planning et accroître la production de l'huile de palme en République démocratique du Congo. Corinne Saboué. Croissance verte et partenariat gagnant-gagnant, une voie obligée pour la protection de l'environnement et une gestion durable des concessions de production d'huile de palme en RDC. Et pour booster ce secteur, Oxfam organise un atelier de partage d'expériences des grands acteurs à travers le pays. La finalité est de jeter les bases permettant à la RDC de se doter d'un cadre de travail beaucoup plus prometteur pour l'avenir. Les attentes sont, entre autres, de mieux comprendre la situation ici, le contexte, qui sont les acteurs, qui sont les parties prenantes et comment est leur intérêt, quelles sont les contraintes dans le secteur et pour qui sont les contraintes, quelle est l'opinion et le plan d'action du gouvernement et comment, à la fin, ce que je veux voir, que nous on veut savoir, c'est comment on pourrait
créer, générer une coalition, une collaboration dans ce pays, dans le Congo, pour aller dans le futur et dans le secteur de l'huile de palme. Avec ses 26 provinces, dont la plupart sont favorables à la culture de palmiers à huile, la RDC a tous les atouts pour reprendre son statut de pays exportateur d'huile de palme. L'importance de l'huile de palme n'est pas justifiée pour le moment parce que nous avons été grands producteurs de l'huile de palme il y a 40 ans. Nous avons perdu ce classement d'honneur et maintenant nous importons. Ça signifie qu'il y a un besoin à l'intérieur du pays de consommer l'huile de palme. Mais nous voulons inverser la tendance, produire en même temps que nous consommons et exporter pour que ça puisse nous apporter un bien-être pour la population. Les participants, venus des zones de production reconnues telles que le Kwilu et le Mayombe, estiment que beaucoup de défis sont à relever. Nous essayons de survivre dans ce domaine là-bas, puisque ce n'est pas facile vu la distance qui nous sépare avec Kinshasa et les contraintes commerciales où nous sommes obligés parfois de vendre notre production sur le terrain et au lieu de pouvoir peut-être ramener à Kinshasa ou alors, comme dans le temps, pouvoir exporter. Avec des accompagnateurs tels que la SNV, nous avons déjà entrepris certaines améliorations sur le terrain, par exemple le replanting de palmiers nains, qui est une variété améliorée qui pourra peut-être nous permettre d'augmenter notre production. Les industriels devront adopter un mode d'exploitation garantissant à la fois la durabilité de leurs profits tout en évitant une conversion agricole destructive et l'engagement dans une ère d'économie verte. Au-delà de son apport dans l'économie nationale, l'huile de palme aurait certainement des vertus pour la bonne santé. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, des infirmiers du Congo sont sensibilisés par des experts du Conseil national des infirmiers sur la réglementation et la régulation de cette profession. C'est une voie qui pourrait baliser le chemin pour la mise en place de l'ordre des infirmiers du Congo. Un système de réglementation moderne des soins de santé de qualité dispensés par des professionnels, c'est le contenu de la requête des infirmiers en République démocratique du Congo. Ce mercredi, un échantillon des infirmiers du Congo ont été sensibilisés sur la réglementation et la régulation de la profession infirmière. Une conférence tenue par 2 experts du Conseil international des infirmiers venus de la Suisse. Le problème ici au Congo, que l'infirmier n'est pas reconnu par la loi. Il n'y a pas une loi qui a une définition, qui est l'infirmier, infirmière, quels sont les soins infirmiers. Donc, il n'y a pas une protection pour le public. Quand quelqu'un dit que je suis infirmier, qu'il reçoit des soins de quelqu'un qui est qualifié, qui a eu des formations de soins correctes et qui sait comment de donner les soins. Cette conférence intervient au moment où les infirmiers attendent du législateur une structure des régulations, à savoir l'ordre des infirmiers. À travers le monde entier, progressivement se mettent en place des ordres ou des structures de réglementation, suivant comment elles s'appellent suivant les pays. Et ce n'est pas pour les beaux yeux des professionnels, c'est simplement pour qu'ils soient reconnus. Derrière l'ordre, nos professionnels ne demandent pas de revalorisation salariale, ne demandent pas ces éléments qui, eux, pourraient avoir un coût. Non, ils demandent simplement que leur part au système de santé soit reconnue. Les participants disent avoir été édifiés et espèrent qu'ils seront dotés de cette structure. Par rapport à l'ordre des infirmiers, les démarches sont en cours, nous avons l'espoir. Nous leur demandons de pouvoir tenir compte, n'est-ce pas, de ce que nous avons déposé comme dossier. Et nous attendons, n'est-ce pas, pour l'obtention, n'est-ce pas, de l'ordre des infirmiers en République démocratique du Congo. L'ordre des infirmiers, oui, mais d'abord, il faudrait être outillé sur son importance, d'où la quintessence de cette conférence. Un autre défi à relever sur le plan de la santé, c'est la réduction du taux de tabagisme. Cette pratique prend un niveau exponentiel. En Afrique, par exemple, les chiffres indiquent que l'on pourrait atteindre près de 30% du taux des prévalences si rien n'est fait. Une situation que compte renverser l'Organisation mondiale de la santé à travers la mise en œuvre de la Convention
cadre pour la lutte anti-tabac, une base solide ratifiée par environ 180 pays, dont la République démocratique du Congo. Elles sont au total 21 délégations attendues dans le cadre de ces travaux visant à accélérer la mise en œuvre de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Objectif que comptent atteindre les signataires de ce premier traité mondial de santé publique. Une mise en œuvre effective qui exige une approche d'intervention multisectorielle. Le gouvernement, et en particulier le ministère de la Santé, doit être habilité à coordonner toutes les parties prenantes, y compris la société civile. La taxation du tabac, qui est une mesure très efficace pour augmenter les revenus du gouvernement et aussi pour réduire la prévalence de la consommation du tabac. Je demande donc instamment les pays à utiliser cet outil efficace et augmenter les taxes sur les produits du tabac. Une rencontre qui tombe à point nommé pour la République démocratique du Congo, qui est en pleine élaboration de son plan d'action national de développement sanitaire pour l'échéance 2016-2020, qui va notamment intégrer cette convention cadre de l'OMS. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique, s'engage à vous accompagner tout au long de ces 3 jours de réunion et compte suivre attentivement les expériences des uns et des autres pour la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Ouverte ce mercredi 28 octobre, cette réunion de haut niveau qui vise notamment les partages d'expériences entre les délégations venues de plusieurs coins du continent iront jusqu'au 30 octobre avec des recommandations pouvant contribuer davantage à la lutte contre le tabagisme qui cause chaque année les décès évitables d'environ 6 millions d'habitants à travers le monde. Une note de cinéma maintenant. Le Festival du cinéma s'annonce avec faste du 30 octobre au 6 novembre prochain dans la capitale congolaise. Un grand rendez-vous du 7e art avec des projections variées des films européens et congolais. Question de régaler les cinéphiles de la République démocratique du Congo. Le Festival du film européen se déroulera à Kinshasa du 30 au 6 novembre prochain et aura pour particularité cette année l'alignement des 5 films congolais sur les 17 prévus. Cette édition est particulière. Elle est plus ambitieuse à plusieurs titres. Tout d'abord, elle est se veut plus professionnelle et elle est organisée dans un cadre donc, congolais. Elle est plus ambitieuse en ce sens qu'elle vise un public plus large, puisque au-delà des lieux traditionnels tels que l'Institut français à la Gombe, les projections auront lieu dans de nombreux endroits ici à Kinshasa, évidemment dans des lieux aussi emblématiques que l'Académie des Beaux-Arts ou le centre culturel Boboto, mais également dans la cité, à Massina, à Ngaliema, à Bandal et à Lemba. À l'issue d'une conférence de presse organisée ce mercredi au siège de l'ambassade de l'Union européenne, l'ambassadeur Jean-Michel Dumont a indiqué que le but de cette messe culturelle est non seulement de mieux faire connaître le cinéma européen, mais aussi celle de la promotion de la jeune production cinématographique congolaise. Cet événement culturel annuel organisé par la délégation de l'Union européenne en RDC se veut résolument plus grand public, allant au-devant des téléspectateurs dans les quartiers de la ville et aussi dans les chefs-lieux de certaines provinces. En bref, le sport, Ligue nationale de football, 8e journée, le Dari Club Motema Pembe peut récupérer la tête du classement du site ouest cet après-midi en cas de victoire sur le Racing Club de Kinshasa. Chaque FC jouera contre Rojolou et un peu plus tôt au stade Père Raphaël de la Kétul. Toujours Vutuka matchera le FC MK à Kikwit et Norsport retrouvera Dragon Bilima à Matadi. Le FC Saint-Éloi Lupopo sera face à Sangaba Lende à Kibasa Maliba de Lubumbashi. Hier, V Club SA a subi un coup d'arrêt face au tout capable Elima de Matadi en concédant un nul blanc de 0. Et Kolo Mayala, le gardien d'Elima, a été l'homme du match qui a sorti le grand jeu face au Dauphin Noir de Kinshasa. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde et à très bientôt sur BioOne Télévision.